Bonjour à tous, deux sujets en débat ce matin. D'abord, cette nouvelle visite de Boni Yayi à Adrien Mbeki. Ce n'est pas la première fois que l'ancien chef d'État et l'ancien président de l'Assemblée nationale se rencontrent, mais toujours difficile d'avoir une raison officielle et un contenu de leur échange. Nous allons placer alors la rencontre dans le contexte politique national et sous-régional actuel et faire des analyses. Juste après, nous allons constater aussi ce grand intérêt de Patrice Talon pour le Brésil. Le président béninois, pas très enclin à sortir de chez lui, en tout cas officiellement depuis 2016, est déjà allé à Brasilia 2 fois en moins de 2 ans. Qu'est-ce qui peut amener le patron du nouveau départ à être ainsi concentré sur ce pays? On va faire la discussion. Notre invité ce matin, c'est Martin Arwanjinou, président de l'association des anciens appelés au service militaire d'intérêt national. Avec lui, nous allons interroger ce qu'a bien pu apporter cette formation à leur vie, aussi bien sociale, patriotique que professionnelle, cette expérience de formation militaire imposée à une époque donnée. Vous aurez donc les sports aussi, avec Andy Roureto et le bulletin de l'information avec Ingrid Day. Bienvenue à tous. Et nous voici donc avec la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec fraternité, séparation, communauté des biens. Le casse-tête du régime matrimonial, c'est un dossier réalisé donc par le quotidien. Ce que dit la loi et les effets en cas de divorce. Maître Richard Adékou, si un membre de la famille s'accapare des biens du couple, il peut être poursuivi. Orientation budgétaire de 2026. Le gouvernement va consolider les acquis du PAG 2021-2026. Mairie des jeunes de la commune de Dangbo, les membres officiellement installés jeudi dernier. Voici chez vous l'informateur. Halima a annoncé à la mouvance présidentielle. Le libéral veut charmer Patrice Talon. Interruption volontaire de grossesse, nouvelle appréciation de l'église catholique. Quotidien à Serra pour garantir la paix de fin de mandat entre Talon et Yayi qui détient la manette. Le potentiel, tractation politique à la veille des élections générales. Yayi Rungbeji, un tandem et une frayeur pour la mouvance. Décryptage info processus électoral de 2026. Le directeur général des élections plaide pour la transparence et la rigueur. Nous sommes avec Matin Libre à présent. Rencontre Talon Ouattara à Abidjan. Des paradoxes politiques en toile de fond. Et puis révolte populaire et tuerie. Situation au Togo, la CEDEAO muette. Dialoguer pour restaurer la confiance avec les peuples. Djogou, le BR, en tournée de vérité. Pulbac pour la première délibération. Attendez le 9 juillet prochain. La boussole, adhésion annoncée de Le Libéral à la mouvance présidentielle. Un ralliement sans honneur et sans conviction. Et puis le chronomètre, une stratégie bien rodée dans l'ombre des séparations conjugales. Sabé qui raquette au nom des enfants. First Info, renforcement de la coopération bilatérale. Le président Patrice Talon signe un accord historique entre le Bénin et le Brésil. Nous sommes avec Dabarou, parti le libéral. Nous ne sommes pas opposants au régime du président Talon, a déclaré Marlise Toné Drapou, qui est la VP du parti. Voici Fraternité pour la deuxième lecture. Séparation aux communautés de biens, le casse-tête du régime matrimonial, ce que dit la loi et les effets en cas de divorce. Le quotidien a interrogé Maître Richard Adékou. Si un membre de la famille s'accapare des biens du couple, il peut être poursuivi. Orientation budgétaire 2026. Le gouvernement va consolider les acquis du PAG 2021-2026. Et puis la mairie des jeunes de la commune de Dangbo a été officiellement installée. C'était donc jeudi, nous apprend fraternité. Voilà donc ce qu'on peut retenir à la une des journaux ce matin. Les journaux sont assez rares, hein. Nous sommes mardi matin en effet, mais dans les colonnes de fraternité, on peut jeter un coup d'œil sur ce dossier qui fait d'ailleurs la manchette du quotidien ce matin. Si un membre de la famille s'accapare des biens d'un couple, il peut être poursuivi. Nous sommes en train de parler de régime matrimonial là. Et en cas de communauté de biens. Alors, quelles sont les options disponibles et quels sont les avantages et les obligations de chaque membre du couple?
Vous achetez Fraternité, le dossier s'étale sur 4 pages environ. Hein. C'est une grosse élaboration en effet. Ça commence par la 3 jusqu'à la 5. C'est véritablement un casse-tête du régime, hein, faut-il dire. En tout cas, c'est le gros titre du journal pour faire passer son dossier ce matin. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Alors, comment se déroulent les travaux de correction des épreuves du baccalauréat 2025 dans les départements de la Takora et de la Donga pour s'assurer du bon déroulement de l'opération en cours depuis hier? Le ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Espedi Ouessou, a effectué une descente au lycée des jeunes filles de Natitengou. Il a fait quelques constats qu'on va partager avec vous. Et puis 50 000 plants de bougainvilliers et de lauriers pour fleurir cette ville du Bénin. C'est une initiative du gouvernement dénommée Projet de fleurissement du Bénin, des villes du Bénin, pardon. Il a été lancé il y a quelques jours dans les villes de Parakou et d'Atitengou. Son ambition est d'embellir l'espace urbain et de promouvoir la biodiversité. On vous en parle. Voici le bulletin. Un petit rappel. Les enseignants, en tout cas ceux sélectionnés, sont concentrés depuis hier pour ce qui concerne ceux qui sont impliqués dans la correction des épreuves du bac, l'appréciation donc de la prestation scripturale des candidats au baccalauréat 2025 a démarré dans les différents centres de correction et la délibération est prévue en tout cas pour le 9 juillet prochain, Ingrid. Oui, Tanguy, dans les départements de l'Atakora et de la Donga, c'est le lycée de jeunes filles de Natitengou qui abrite l'opération pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule cette phase de correction. Le ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique et à la formation professionnelle, Espedi Ouessou, a effectué une descente sur le site hier. Voici le reportage. Au lycée de jeunes filles de Natitengou, centre de correction et de délibération du baccalauréat 2025 des départements de l'Atakora et de la Donga, le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, en effectuant le déplacement de ce centre, Expédie Kodjo Ouessou entend ainsi constater de visu les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux de correction des copies, toutes séries confondues. Je suis venu superviser au nom des deux ministres de l'enseignement supérieur et l'enseignement moyen général, le démarrage de la phase de correction des épreuves du baccalauréat. Nous avons retenu d'aller à Natitengou en première position, pendant que nos autres collègues seront dans les centres qui sont situés à Cotonou. Ici, nous avons mis l'accent sur le soutien que le gouvernement apporte à l'ensemble du corps enseignant, surtout ceux qui ont en charge de la correction des épreuves du baccalauréat. Au cours de cette visite, nous avons montré à l'ensemble du corps enseignant ce qu'ils apportent comme image à notre pays. Si le système d'évaluation est sérieux dans un pays, c'est le pays qui récolte l'image de marque. Dans chaque sous-commission, la matinée de cette première journée est essentiellement consacrée aux discussions, harmonisation et uniformisation des critères de notation. Donc à son arrivée, nous étions à l'étape de la correction collective, où ensemble, le président de la sous-commission et puis les correcteurs, ensemble, ils reparcourent le corrigé type, la répartition des points, etc., pour que, en commun accord, chacun s'approprie le corrigé type avant le démarrage proprement dit de la correction. Donc voilà un peu, dans l'ensemble, tout se passe très bien ici dans notre centre. L'engagement du ministre conseiller pour l'atteinte des résultats escomptés est inflexible. Sa démarche prouve à suffisance qu'il tient fermement au bon déroulement des travaux de correction qui prendront fin samedi prochain. Les villes de Parakou et de Natitengou bénéficient elles aussi du projet de fleurissement des villes du Bénin, fleurir les espaces
urbains pour les rendre plus verts et agréables à vivre. C'est l'objectif de cette initiative du gouvernement. La cérémonie de lancement officiel du projet a eu pour cadre les locaux du 1er arrondissement de Parakou. Suivant. C'est un geste symbolique mais porteur d'avenir. La mise en terre de plants à Parakou et Nati Tengou. À travers cette action, le projet de fleurissement des villes du Bénin prend racine dans le nord du pays. Ce projet concerne pour cette première phase 7 villes. Il y a 5 villes du Grand Lomkwe et 2 villes, Parakou et Nati Tengou, dans le nord. Soutenu par le gouvernement du président Patrice Talon, ce projet concerne plusieurs zones résidentielles et axes routiers aménagés. Déjà lancé à Porto-Novo et Ouida, le programme s'étendra sur 12 mois et couvrira cette grande ville du pays. Ces 50 000 plans sont destinés à être mis en terre lors de cette première phase. Cela concerne 15 000 maisons qui seront dotées de plans. 290 km de voies aménagées bénéficieront également de ce projet. Terres sont gracieusement offertes. Et sur la base du volontariat, personne ne sera forcé. Si dans votre maison, vous avez où planter, vous êtes éligible à ce programme, il suffit que vous vous présentiez sur les emplacements de distribution qui sont identifiés dans chaque commune pour récupérer vos plants. L'Agence nationale du paysage va mettre ses équipes pour vous accompagner. Les autorités locales se disent engagées à accompagner pleinement cette initiative, perçue comme un véritable levier de transformation urbaine. Je prends ici l'engagement solennel d'accompagner ce projet à tout moment et partout où besoin sera. Aujourd'hui, nous accueillons à bras ouverts ce projet-là qui va permettre à nos villes d'être belles et de présenter quand même un aspect appréciable. Et avec ce qui vient d'être fait ce matin, nous avons le devoir d'accompagner ce projet-là. La cérémonie de lancement a pris fin sur une note d'espoir, celle de voir nos villes plus vertes, plus belles et plus vivables. Une communication sur l'entretien des plants, une photo de famille, 2 actes qui ont mis fin à cette cérémonie. Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et environnementale, la Sobibra a mis en terre, week-end dernier, 1570 plants de cocotiers. L'opération a eu lieu sur une partie de la forêt classée de Semekpodji et a connu la présence de plusieurs autorités. Reportage. Un petit rappel des règles pour une bonne mise en terre des plants de cocotiers avant l'opération proprement dite. La Sobibra a en effet investi ce périmètre de 10 hectares dans la forêt classée de Semekpodji pour mettre en terre 1570 plants de cocotiers. Cette journée de reboisement s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale et environnementale de la Sobibra qui fait de la préservation de l'environnement l'un de ses axes d'action prioritaire. À une époque où les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et préoccupants, nous avons le devoir, en tant qu'entreprise citoyenne, de poser des actions concrètes, fortes, pour préserver notre planète. Cette journée s'inscrit dans notre stratégie RSE qui vise à concilier performance économique, respect de l'environnement et bien-être des communautés. Je voudrais rappeler que notre engagement pour l'environnement ne se limite pas à une journée, il se traduit dans nos gestes quotidiens, dans nos pratiques industrielles, dans notre mode de consommation et dans notre manière de penser l'avenir. Par cette action, la Sobibra contribue non seulement à la restauration du couvert végétal, mais installe un vivier économique pour la communauté. Comme vous le savez, le cocotier est un arbre fruitier qui a un très fort potentiel économique. Il est important de préciser que les reboisements sont faits pour le bénéfice des communautés locales. Les 10 hectares de cocotiers
sont donc un don de la Sobebra pour les populations de la commune de Semekpodji. C'est une forêt en danger du fait de l'action humaine que nous venons récupérer par le concours de la Sobebra à travers la présente initiative de reboisement de ce jour. Je salue donc la Sobebra qui, à travers le partenariat que nous développons, contribue à la restauration des forêts et au verdissement de notre pays. Au-delà du geste symbolique, c'est un véritable pacte avec la nature que la Sobebra renouvelle ici, dans la forêt classée de Semekpodji. Et au ministère de l'Industrie et du Commerce, les responsables en charge des directions départementales réfléchissent pour harmoniser leurs méthodes de travail. C'est à la faveur de leur première rencontre de l'année. Objectif, mieux aligner leurs actions sur les priorités de leur hiérarchie. 4 jours de réflexion qui se déroulent à Grand Popo dans le département du Mono. On fait le point avec Narcisse Alossé. Première rencontre statutaire de l'année 2025 et les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce réfléchissent ici à Grand Popo autour des mécanismes de développement des entreprises et de la promotion d'une concurrence équitable. Il s'agit pour nous de mieux comprendre comment, sur le terrain, nous pouvons contribuer à réguler les activités commerciales et soutenir les promoteurs industriels dans leur démarche. Durant ces échanges, nous chercherons à approfondir nos connaissances sur les nouvelles dispositions et à renforcer notre capacité à accompagner efficacement les entreprises. Ces assises restent aussi pour les participants une occasion d'apprendre des expériences de chacun et de trouver ensemble des solutions pratiques pour améliorer leurs actions. Votre rôle dans l'encadrement des opérateurs économiques et l'orientation des promoteurs industriels est crucial. C'est pourquoi cette rencontre ne doit pas être considérée comme un simple cadre d'échange, mais plutôt être perçue comme un véritable laboratoire d'idées, un lieu de capitalisation des bonnes pratiques et un moment de réflexion collective sur l'amélioration continue de nos interventions. Les réflexions ici seront axées sur le thème « Réforme en matière commerciale et industrielle », rôle des DEDIC dans la régulation des activités commerciales et l'accompagnement des promoteurs industriels. L'activité de ce jour permettra d'examiner les innovations introduites dans la loi numéro 2025-02 du 5 février 2025 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. La vision du chef de l'État est claire. Il faut industrialiser le pays et il faut s'affirmer, il faut révéler notre pays sur le plan international. L'agenda de cette première rencontre de l'année prévoit aussi une série de visites dans certaines entreprises installées dans le département du Mono. Objectif, constater de visu les réussites et les défis du secteur industriel dans la région. Et voilà, c'était le bulletin Tanguy. Tanguy. Oui, merci beaucoup pour la présentation de ce bulletin de l'information. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée, Ingrid Didé. Merci, Tanguy. Dans la suite d'Actu Matin, le bulletin de l'information. Nous sommes donc avec l'actualité des sports ce matin. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. L'étape des 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 va connaître son épilogue. Ce sera ce mercredi. Oui, ce mercredi à 2h du matin pour être plus précis. Mais avant, on a eu quelques matchs hier. Au petit matin de ce mardi. Déjà hier, on a assisté à un match entre l'équipe de l'Inter Miami et celle de Fluminense où le scénario qui est arrivé au thème donc du temps réglementaire, c'est l'élimination de l'Inter de Milan, finaliste bien entendu de la précédente édition de la Ligue européenne des champions qui est sorti de la compétition suite à sa défaite 0 contre 2 devant l'équipe de Fluminense. Et puis l'autre scénario, l'autre cataclysme à la porte d'Auteuil, c'est bien sûr la victoire d'Al Hilal de l'Arabie Saoudite devant l'équipe de Manchester City. Tanguy, 2 matchs auxquels on a eu 3 hier
et des scénarios qui ont surpris plus d'un. L'élimination de l'Inter Miami et celle de Manchester City. L'Inter Milan, vous voulez dire? L'Inter Milan, pardon, oui. Oui, j'avoue que j'ai été un peu surpris par l'issue de ce match Inter-Fluminense. Parce que, en tout cas, sur le papier, l'Inter était quand même parti pour remporter la rencontre. C'est vrai qu'on a eu ce club qui a été très peu réaliste, notamment cette frappe, par exemple, sur la barre transversale, et puis le gardien de Fluminense aussi qui était bien solide sur ses deux pieds dans les buts. Ça fait que, bon, le résultat il est connu, 2-0. C'est ça, 2-0 et l'élimination de l'Inter Milan. Au-delà de ça, Manchester City qui est aussi éliminé sur quelques détails. Sur quelques détails près, faut-il dire. Écoutez, le match, enfin pas le match, le football professionnel, c'est ça. Qu'en fait, la petite erreur, ça se paye cash, et c'est ce qu'a subi City hier, qui quand même était très bien entré dans le match au début. Mais c'est aussi la réalité du foot. C'est ça. Vous avez beau être bon, si vous n'avez pas la baraka aussi, c'est compliqué. Et l'autre équipe qui a surtout le cran de disputer ces matchs jusqu'au bout, c'est bien sûr l'équipe du Real Madrid qui sera face à la vieille dame ce soir dès qu'il va sonner 20h00 pour une place à l'étape des quarts de finale. L'un des deux matchs, sinon l'un des derniers matchs à suivre pour l'étape des huitièmes de finale de cette édition 2025 de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Et puis ce mercredi, dès qu'il va sonner 2h du matin, on va assister à une rencontre entre le Borussia Dortmund et le CF Monterrey. Tant que deux autres affiches à suivre pour deux places à l'étape des quarts de finale. Oui, on verra bien ce que ça va donner. Certainement qu'à 20h, on sera très mobilisé, surtout pour ce duel européen entre le Real Madrid et la Juve. On espère en tout cas avoir du beau jeu à cette rencontre-là. Par contre, j'ai des difficultés à me décider par rapport à la seconde rencontre Dortmund-Monterrey, parce que c'est quand même un petit club très intéressant en matière de football. On les a déjà vu jouer 2-3 fois et ils sont très solides. Et ils ont je dois dire, une capacité à résister malgré la chaleur qui suffoque aux États-Unis. Et en face, il y a une équipe de Dortmund qui n'a pas forcément convaincu. Absolument, depuis le début de la compétition d'ailleurs. C'est vrai que ça a tâtonné même déjà en Champions League, éliminé au point des quarts de finale. On n'a pas vu vraiment une équipe de Dortmund comme on l'avait vu par le passé, notamment aux éditions précédentes où ils avaient été quand même jusqu'à la finale face au Real. Donc oui, bon, ça va être vraiment un match indécis. Un match indécis à suivre dès qu'il va sonner 2h du matin, mais bien avant, à 20h, le match qui sera celui des grosses attentions, c'est le match qui va poser l'équipe du Real Madrid à celle de la Juventus de Turin à partir de 20h pour une place à l'étape des quarts de finale. Et puis la seconde rencontre qui va se décider entre l'équipe du Borussia Dortmund et celle du ACF Monterrey. Tanguy, parlons des Guépards. On va parler des Guépards, notamment les juniors. Ils ont repris les entraînements dans le cadre des préparatifs de la WAFU B, de moins de 20 ans, donc de la catégorie, qui va se dérouler notamment au Ghana en cette année 2025. Oui, les hommes du coach Raymond Tchayi ont renoué avec le regroupement à Misreti en vue d'affûter leurs armes pour la WAFU B U20 Cup Ghana 2025. Un nouveau stage pour les Guépards juniors entamé vendredi au centre d'excellence de football de Misreti et sous la houlette du sélectionneur. Ils suivent un programme intensif structuré autour de 2 séances quotidiennes axées sur la technique, la tactique et la condition physique et des tests VMA pour évaluer et relancer les capacités d'endurance des joueurs, y compris pour cette phase. Il faut dire qu'un groupe élargi de 28 joueurs a été convoqué afin de permettre une revue d'effectifs plus large à ce stage qui se poursuivra encore une dizaine de jours à Porto-Novo avant que la délégation ne rejoigne Cotonou pour la seconde phase de préparation qui sera encore plus intensive. Celle-ci sera ponctuée par un match amical international prévu en fin de semaine. En fin de cette semaine. Tanguy, nous sommes mardi et qui dit mardi suspend matin 10 documents de la semaine. Le premier numéro de ce mois de juillet 2025 s'intéresse à la formation des jeunes talents à la base. La Fédération béninoise de football
grâce au projet TDS FIFA, entendez, projet de développement des talents, a lancé la formation de sa pépinière au centre d'excellence de football de Misrété. Et aujourd'hui, près de 2 années après le lancement de ce projet au Bénin, les premiers résultats ont commencé par sortir. Et c'est ce qu'a retracé, je dois dire, le document de la semaine de ce mardi matin. Il est intitulé « Les fruits de la mise en œuvre du projet TDS FIFA au Bénin ». Alors, quel a été le parcours? Suivons ensemble. Mes coéquipiers et moi, et nous promettons vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes pour ramener le trophée. Ils l'ont promis et l'ont fait. Les jeunes du Centre d'excellence de football de Misrété sont vainqueurs de la 23e édition de la compétition des reversés du prestigieux tournoi de football mondial de jeunes MIC Football à Punta Cana. C'est une victoire qui accorde du crédit au travail de formation engagé par la Fédération béninoise de football grâce au projet TDS FIFA dont l'objectif est d'aider les pays à former de jeunes joueurs capables de s'imposer sur la scène internationale. Notre état des lieux avec nos experts FIFA, nous avons constaté qu'il était primordial d'effectuer une identification nationale, c'est-à-dire donner la chance à chaque jeune pour réussir. On a travaillé avec mon staff rapidement dans l'urgence pour un programme d'identification. Nous avons parcouru tout le pays, dans toutes les régions pour donner la chance à tous les jeunes béninois de mettre à profit leur qualité. Nous avons eu l'occasion de visiter 14 sites en 11 jours. Environ 2 années après le lancement de ce projet, au Bénin qui allie sport et études pour les bénéficiaires, les premiers fruits ont commencé par tomber. Leaders de leur zone au thème de la première phase du championnat national U15, les jeunes du Centre d'excellence de football de Misrété ont droit à leur premier tournoi international. Une expédition en République dominicaine qui leur offre un cadre d'acclimatation avec l'ambiance des grandes compétitions internationales. Je sais qu'on va gagner, vous êtes l'espoir du peuple, tout le monde vous accompagne, allez-y les guépards. C'est une première dans l'histoire du football au Bénin et particulièrement je remercie les autorités de la Fédération béninoise de football à travers son président et le ministère des Sports. Et je pense que c'est une aubaine pour les enfants parce qu'il y a plus d'1 an et demi, voire 2 ans que nous travaillons avec ces enfants. Ils sont 24 au total, mais pour le voyage, on en a retenu 19 vu l'organisation en République dominicaine. À Punta Cana du 25 au 27 juin 2025, les jeunes représentants béninois ont marqué leur participation au tournoi international MIC Football avec des performances remarquables. Sur les aides de jeu, ils n'ont pas retenu les attentions que par les buts marqués, mais aussi et surtout avec la manière dont ils marquent chaque but. Complicité, technicité, phase de jeu et contre-attaque fructueuse, agilité et rapidité. Ils combinent tout pour parvenir à faire trembler les filets adverses. Pour leur première sortie, les jeunes guépardos ont dominé leurs homologues de l'Académie SD Colonial White du pays hôte par 7 buts à 1. Ils enchaînent ensuite avec un deuxième succès face au collège CUP Elite du Salvador par un score de 3 buts à 1. 2 victoires consécutives qui leur permettent d'accéder au quart de finale dans la catégorie des reversés. À cette étape, les représentants béninois ont largement battu les U15 d'Albion Elite des États-Unis par un score sans appel de 5 buts à 0 et se hissent en demi-finale. Aux portes de la finale, les jeunes garçons béninois n'ont pas tremblé et ont poursuivi leur série sans faute. Opposés à leurs homologues de Punta Cana FC,
Ils ont été dominateurs sur l'ensemble de la rencontre et s'imposent avec un score de 7 buts à 0 et filent en finale des reversés. Dans l'ultime rencontre de la compétition des reversés, ils confirment leur domination en s'imposant par 3 buts à 1 aux jeunes du ST Colonial Blue. Une victoire grâce à laquelle ils sortent champions de la compétition au tournoi international U15 Big Football 2025 à Punta Cana. Il y avait une philosophie de jeu. Ouais. Cette philosophie elle était basée plutôt compte tenu la rigueur des joueurs, la discipline, la solidarité des joueurs. Vous avez vu qu'il y avait un plan de jeu chaque fois qui était respecté. Ces jeunes-là, il y avait de la fluidité. Notre jeu, il était basé plutôt sur la sortie de balle par derrière, courte, essayer de trouver du décalage, en fait de construire le jeu par derrière, d'atteindre surtout de trouver dans la deuxième phase de l'intensité et de la vitesse dans les transmissions de jeu. Et c'est ça qui nous a, ça c'est un point plutôt positif et qui a fait aussi la différence dans ce temps. Vous avez souligné que ces jeunes-là, en fait, ils travaillent dans de bonnes conditions et c'est le fruit, c'est pas le fruit du hasard, c'est un fruit du travail acharné. Les jeunes du Centre d'excellence de football de Misreti inscrivent ainsi leur nom en lettres d'or au thème de la compétition. Au-delà du titre de championne décroché dans la compétition des reversés par l'Académie béninoise, le jeune béninois Rivaldo Pérez Mévoyon termine meilleur buteur du tournoi U15 avec un total de 13 buts marqués. Une belle prestation de jeu avec des buts, un maximum de buts marqués, 25 buts durant ce tournoi. Le jeune Osias aussi a cédé 7 buts, donc ce sont des belles performances avec une meilleure attaque, une meilleure défense durant ce tournoi. Cet exploit historique des jeunes garçons du Centre d'excellence de football de Misreti au tournoi international du 15 MIC Football 2025 à Punta Cana donne ainsi les prémices des résultats futurs du projet TDS FIFA lancé au Bénin depuis plus d'un an. Dans la continuité de la dynamique enclenchée à la Fédération béninoise de football pour élargir le vivier national, une nouvelle campagne de détection de jeunes talents est prévue au mois de juillet 2025 pour le compte de l'année académique 2025-2026. Voilà, Tanguy, la moisson qu'a rapporté cette académie béninoise qui a été en République dominicaine et qui a participé au tournoi international de jeunes talents MIC Football, une pépinière qui a été mise en place il y a environ 2 ans à Misreti, précisément au centre d'excellence de football de la localité. Et aujourd'hui, ces jeunes ont eu droit à leur premier tournoi international et ont ramené le Graal de la compétition des reversés autour du tournoi international MIC Football. La pépinière est en train de prendre. Oui, et c'est en tout cas la chose dont on peut se réjouir le plus, étant donné que l'avenue ne se prépare qu'à partir justement de jeunes pousses. On espère véritablement que ça va garder la ligne et que ça va rester, mettons, ainsi concentré et ainsi attentionné pour que nous ayons en tout cas d'ici 5-10 ans des gens qui soient professionnellement bien assis et avec des acquisitions automatiques intéressantes pour notre sport. C'est un espoir, c'est tout ce qu'on espère, c'est tout le bien qu'on espère justement pour les jeunes talents béninois. Il n'y a pas qu'à Misreti que ça se fait, il y a aussi au centre de Ndali, mis en place par la Fédération béninoise de football, un travail de formation de jeunes talents qui est fait. Et au-delà de ça, les féminins ne seront pas en marge. Il y a le centre de formation des jeunes filles de Lokosa qui est aussi en construction. On espère que la pépinière sera suffisamment formée pour étoffer les différentes sélections nationales et faire rayonner les couleurs nationales sur la scène internationale dans 5-10 ans. C'est fini les vacances sportives pour les différentes équipes professionnelles de la Fédération béninoise de rugby. Et là, on change de discipline. Le coup d'envoi de la saison 2025 du championnat national de cette discipline à 7 hommes et dames est prévu pour le samedi 5 juillet 2025 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et comme la saison écoulée, ce championnat
va se dérouler en plusieurs phases, notamment les phases de ligue et les phases nationales. Les membres du comité exécutif ont annoncé les couleurs de la compétition qui fixe les 12 équipes affiliées à la fédération et qui prendront part au 10 championnats. Je propose de suivre ici un extrait qui revient sur le déroulé de la compétition et sur les dispositions prises en amont pour le bon déroulement du championnat. La spécificité de ce championnat, c'est que c'est un championnat jumelé qui s'aligne sur les standards internationaux. Beaucoup vont se demander, mais pourquoi le championnat à 7 hommes et dames ensemble? À l'international, c'est comme ça se fait. Pour du rugby à 7. Si c'était du rugby à 15, on allait scinder. Ce championnat, son déroulé sera exceptionnel. Sera exceptionnel parce que on a 4 dates clés. 4 dates clés. Déjà, le 5 juillet, qui est la cérémonie de lancement du championnat au niveau du stade Charles de Gaulle. Après, nous aurons les phases de ligue. Nous avons la Ligue de l'Est à partir du 12 juillet et la Ligue maritime le week-end du 19 et 20 juillet. S'en suivra après le week-end du 26 et du 27 juillet les phases finales avec des barrages et demi-finales finales. Il faut dire, pour ce qui concerne le lancement, vous aurez un défilé des équipes affiliées et certaines non affiliées aussi. Vous aurez la chance de découvrir l'hymne du rugby, comme je l'ai déjà annoncé l'autre fois. Je crois que la fédération a pris beaucoup de dispositions. Et entre autres dispositions, on peut déjà parler des subventions. Le samedi dernier, tous les clubs plutôt ont eu leurs subventions pour quand même avoir le minimum de moyens financiers qu'il faut pour participer à ce championnat. Il y a d'autres dispositions qui ont été prises. Nous avons au niveau de l'arbitrage, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le représentant des arbitres, le doyen Ilay Baguidi, qui avec toute son équipe sont à pied d'œuvre pour quand même se familiariser avec les nouveaux tests de World Rugby afin que nous ne soyons pas en déphasage. Voilà donc et pour le compte de ce championnat national de rugby à 7 hommes et dames saison 2025, l'une des innovations prévues est le prix du meilleur joueur de la saison qui est désormais intégré dans les 2 différentes catégories et qui sera décerné aux plus méritants et selon des critères bien définis. Les 3, on donnait le trophée, il y avait l'or, l'argent et le bronze, d'accord, pour toutes les catégories. Je crois qu'il y a une petite innovation cette fois-ci, c'est que le meilleur joueur, n'est-ce pas, de tout le championnat, côté homme comme dame, sera récompensé. Je souffle quand même déjà aux joueurs que si quelqu'un sait qu'il veut être meilleur joueur de la saison, il a du travail à faire. Et ce n'est pas seulement le nombre d'essais marqués qui va déterminer si je suis meilleur joueur ou non. Nous aurons, premier critère, la performance individuelle. En second critère, nous aurons le leadership et l'influence. En troisième critère, la régularité. En quatrième critère, le fair play et l'esprit sportif. Et en cinquième critère, la contribution au résultat. Voilà donc les critères qu'il faut remplir pour obtenir le prix du meilleur joueur de la saison à la Fédération béninoise du rugby au cours de cette année 2025. Allez, Tanguy, on va s'arrêter ici ce matin pour les sports. Merci beaucoup à vous, Candide Rungata, pour ce tour d'horizon donc, de l'actualité des sports. Demain, on va se voir, ce sera mercredi, on fera le point des rencontres, notamment liées au dernier match comptant pour la 8e de finale du mondial des clubs encore actuellement aux États-Unis. On fera aussi d'autres actualités avec vous. Merci beaucoup d'être passé par ici. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, Adi. Mesdames et messieurs, voici mon invité ce matin. Il
s'appelle Martin Arondjinou, il est enseignant de profession, président des anciens appelés au service militaire d'intérêt national. Monsieur Arondjinou, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous comptez vous revoir, vous qui avez fait cette expérience d'une formation militaire avant votre engagement professionnel. Avant de souligner pourquoi vous vous voyez fréquemment, on va faire un tour rapidement sur ce que vous aviez pu en tout cas gagner à partir donc de cette formation que vous aviez suivie. Merci d'être là. Comment avez-vous été au total combien avez-vous été au total à subir, mettons, cette formation et qu'est-ce que vous avez appris dans le fond? Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Je voudrais d'abord rappeler que ce service d'intérêt national a été initié selon les dispositions de la loi numéro 2007/27 du 23 octobre 2007. Et l'intention c'était de permettre aux jeunes béninois d'avoir certaines formations du point de vue physique, intellectuel, civisme, citoyenneté, pour être des patriciens prêts à servir leur nation. Alors nous sommes de 4 promotions. La promotion 2007, 2008, 2009 et 2010. Alors cette association regroupe toutes ces promotions. Dans le temps, nous on était 3000. Donc si on doit faire 3000 fois 4 environ, ça fait environ 12 000. Voilà. Donc voilà le nombre à peu près. Et qu'est-ce que vous aviez appris? À sauter, à grimper, c'est ça? Ou bien à tirer avec un fusil? Très, très intéressant. L'année dernière, je disais sur ce même plateau que c'est une formation que tout citoyen béninois devrait suivre. C'est tellement intéressant que l'année dernière, j'ai eu à proclamer même sur ce plateau un recueil que j'avais rédigé parce qu'on nous a tout donné. C'est-à-dire soutirer en nous le civil pour nous donner le militaire. Ce militaire qui est capable d'affronter les intempéries, d'affronter la pluie, le vent et tout ce qui pourrait être pour lui obstacle, qui pourrait l'empêcher d'être un citoyen accompli. Donc c'est tout ce qu'on nous a donné et c'est tout ce que nous sommes appelés aussi à donner à la nation parce que c'est la nation qui nous a appelés. Et appelés un jour, nous le sommes pour toujours. Depuis 2010, ça fait quand même 15 ans, je crois, à peu près. Plus, sinon 2007 pour certains. Donc mettons une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il vous reste de tout ce que vous avez appris? Est-ce que vous saviez encore ce que c'est que la patrie là maintenant? Beaucoup de choses d'ailleurs, du point de vue physique. Vous voyez, la fois dernière, j'ai pris la route, j'ai quitté Calavi à pied pour Carrefour Ita. Ah oui. En quelques minutes. Et chaque année, on fait la marche en prenant par la route des pêches. De Cotonou, Fidjrosé, jusqu'à Ouida, à pied. Donc, c'est tout cela là, nous l'avons reçu de l'armée. Donc, pour avoir fait cette formation, pour avoir fait les marches fourragères, cela nous permet d'être citoyens accomplis fort, très fort mentalement et dans le corps aussi. On n'a pas besoin d'aller faire son service militaire pour savoir marcher ou pour apprendre à marcher. Avec le recul, est-ce que vous n'avez pas perdu du temps? Rien n'est perdu totalement parce que, vous voyez, quand on essaie de se maintenir, quand on essaie de s'appliquer par rapport à tout ce qu'on a reçu comme notion du patriotisme, du civisme, de citoyenneté, et tout cela nous amène toujours à contribuer au développement de la nation. Donc c'est au quotidien qu'on s'exerce à appliquer toutes les valeurs à nous inculquer au camp, donc cela ne peut pas nous échapper. Et je reviens à votre question de tout à l'heure, qui est de savoir si on n'a pas besoin, si on a besoin forcément de faire le camp avant d'aller faire sa marche. Moi, je fais la marche chaque week-end. Je n'ai pas suivi de service militaire. C'est une très bonne question, mais je dis, pour avoir fait le camp de Ouida, pour avoir fait le camp de Bembereke et pour avoir servi à Betero dans la commune de Tchaourou, j'ai découvert beaucoup de choses que civil qui n'a pas fait le camp ne pourrait pas avoir. C'est-à-dire le contact avec le corps armé. Vous le savez, avant, quand je voyais le corps armé, j'avais tellement peur. On en avait peur, mais finalement, on s'est familiarisé. On a su qu'ils ne sont pas là pour détruire, ils sont là pour défendre la nation. Et ils sont aussi des patriotes comme nous. Donc, celui qui a fait le camp, qui a mangé entre griffes le bouillon militaire, qui a fait le sport matinal obligatoire et qui a donc fait l'exercice physique, les parcours d'obstacles, ne peut jamais être comme celui qui n'a jamais fait le camp. Et ça le sent mentalement, ça se sent physiquement, ça se sent spirituellement, ça se sent psychologiquement et ça se sent dans tout le monde. Ah oui, carrément. Hein. Et puis, voilà. Alors, on avait dit que l'accès aux emplois, en tout cas chez l'État, serait conditionné à cette formation. Le projet n'a pas duré. Hein. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu de propagande après, finalement? Bon, il faut aussi dire que par rapport à cette question, dans le temps, c'est ce qui avait été dit.
Sinon, en réalité, le service militaire d'intérêt national est un service général, d'ordre général pour tout jeune. Mais étant donné qu'on avait dit que c'était une clé pour avoir accès à la fonction publique, alors psychologiquement, beaucoup de personnes s'attendraient à être reversées, mais ce qui n'était pas le cas. Mais avec le temps, on a compris que bon, voilà, c'est un service obligatoire et qui a aussi des avantages, parce que celui qui a fait le service militaire aujourd'hui a au moins des bonus qu'il peut avoir s'il est fonctionnaire d'État, et les relations qu'on a eu à tisser nous sont profitables aujourd'hui. Donc je dis, ce n'est pas totalement perdu, même si on aurait souhaité dans le temps être reversé, mais ce n'est pas perdu. On a gardé beaucoup de relations quand même. Est-ce qu'à votre avis, il faut réinstaurer ça? Je pense que cela est important et cela va aider la nation, parce que la jeune génération est le futur de demain. Alors, si cette jeune génération est bien préparée, physiquement, psychologiquement, intellectuellement et du point de vue citoyenneté, je pense qu'elle pourra défendre bien les acquis de notre nation, parce que on ne se lève pas un jour pour devenir, je vais dire, leader. Tout s'apprend. Donc, dans notre creuset, on apprend quand même à bâtir le leader de demain, à l'aider à grandir progressivement, à comprendre que le bien de l'État se respecte, le vandalisme est prohibé, alors tout ce qui pourrait mettre en mal le bien commun est prohibé. Donc, en tant que citoyen bien formé, je pense qu'ils seront assez prêts et aguerris à affronter alors donc, tout ce qu'il y a comme difficultés, défis reliés au développement de la nation. Alors, c'est vrai qu'on a un contexte assez singulier aujourd'hui. Les jeunes ne sont plus occupés à comment est-ce qu'il faut gagner de l'argent plutôt qu'à faire honneur à la République. Est-ce que ce projet, même si vous pensez qu'il faut le réinstaurer, est encore utile dans ce contexte précis-là? Oui, très utile, parce que, vous le savez, ceux qui veulent avoir de gains faciles, sans travailler, sans s'appliquer, sans savoir que c'est au bout de l'effort qu'on a le réconfort, je pense qu'il faut mentalement les redresser. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est confronté à un phénomène de cybercriminalité aujourd'hui. Oui, absolument. Voilà, nous, notre lutte aussi, c'est d'aider les jeunes à comprendre que, attention, sans pouvoir passer par ce chemin, on peut se bâtir. C'est pourquoi il y a plusieurs projets que nous avons en vue, reliés à la formation professionnelle, pour aider le jeune à être accompli, à être prêt à affronter les défis de l'emploi, sans pour autant passer par des raccourcis qui peuvent plus tard être pour lui préjudiciables. Vous allez vous revoir très bientôt, c'est ça? Vers la fin de ce mois? Exactement. Nous nous revoyons les 25 et 26 juillet au camp de Ouida, je dirais. Au camp de Ouida. L'année passée, on y était. On avait voulu être à Bembereke cette année, mais pour des raisons de mobilisation, on a voulu rester toujours au camp de Ouida, mais avec deux spécificités cette année. Lesquelles? La première, on aura le temps de faire le show national de l'Appelé le vendredi soir, le vendredi 25, et le samedi, dans l'après-midi, on aura la visite de la base navale de Cotonou et de la base aérienne de Cotonou. Donc, ce sont des innovations que nous avons apportées à l'initiative cette année, ne serait-ce que pour rendre encore ce vivre ensemble possible. Parce que, n'oubliez pas, la vision, c'est de mettre les potentialités des uns au service des autres et au service du développement de la nation. Donc, nous sommes au service de la nation et dans tous les domaines d'ailleurs. Parce que, dans le temps, on avait recruté les agents de santé et les enseignants dont je faisais partie. Absolument. Mais après, il y a beaucoup d'autres secteurs qui ont été recrutés aussi. Donc, nous sommes partout au Bénin et dans tous les secteurs. C'est pourquoi nous visons aussi à être, je vais dire, un pont de communication entre l'armée et la population, entre la police et la population, et travailler en partenariat avec les institutions nationales et internationales, les ONG, ne serait-ce que pour apporter notre plus au développement de la nation de façon efficace et efficiente en tant que jeunes patriotes et patriciens, formés à grands frais. Et j'imagine que vous allez beaucoup manger et boire à l'occasion. Oh là là, ça va chauffer, parce que c'est une occasion pour nous de revivre le passé dans le présent. Dans le temps, c'était notre coutume chaque fois d'animer les vendredis soirs, ou bien d'animer chaque soir d'ailleurs, quand on est au camp. Voilà, après 10 ans, 18 ans, c'est le moment pour nous de reprendre encore cette même habitude, c'est-à-dire l'animation militaire, d'organiser notre bal dansante dénommé le show national de l'Appelé. Donc vendredi soir, on va s'amuser, nous allons nous défouler. N'oubliez pas que c'est les vacances, donc c'est aussi une occasion pour nous alors de nous défouler, d'oublier un peu les trains de l'année, et ne serait-ce que pour nous refaire, pour affronter la nouvelle année alors qu'il s'annonce. Et moi qui n'ai pas fait mon service, je ne suis pas invité.
Bon, on est en train de réfléchir, de travailler progressivement, alors à voir dans quelle mesure ouvrir ça au public, parce que nous ne pouvons pas faire le développement, d'accord, de la nation en occultant une partie de la nation. Donc, nous sommes en train de travailler progressivement à le faire parce que nous aurons à travailler avec toutes les couches de la population. Personne ne sera exclu. Mais pour l'instant, nous allons à pas cadencer. Martin, dis-nous un mot pour finir. Pour finir, il y a une chanson qui me vient à l'esprit. J'ai l'habitude de l'exécuter et cela me donne la force d'aller plus loin. On dit: nous qui avons opté pour le service militaire, soyons fiers, soyons contents de notre destinée. Malgré les obstacles durs menaçants de l'anseau, nous parviendrons, nous vaincrons. Enfoulés, foulés, enfoulés, et du lever au coucher. Foulés, enfoulés, et quand le clairon sonne, malgré les obstacles durs menaçants de l'anseau, nous parviendrons, nous vaincrons. Allez, pour dire à mes éléments que n'oublions jamais cela, le courage, la détermination, la volonté manifeste au service du développement de la nation. Il nous faut préserver cela pour être des citoyens accomplis, et bien, pour servir sa nation. Martin Randino, enseignant de profession, président des anciens appelés au service militaire d'intérêt national. Merci d'être passé par Canal 3. C'est moi qui vous remercie, M. Tanguy, pour cette invitation et à la prochaine. À la prochaine. Très bientôt. Merci beaucoup. Oui. Mesdames et messieurs, voici maintenant la page santé de ce matin. Tofa n'est pas là, mais sa rubrique est bien là. Et ce matin, on va continuer à parler de drépanocytose, comme on l'a commencé déjà depuis le début de ce mois. Et nous allons recevoir pour ce numéro ce matin Dr Charlotte Orogiwa. Elle est médecin hématologue au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Magat Cotonou. Dr Orogiwa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau ce matin pour évoquer un peu ce que je dois dire, cette maladie avec laquelle on est, la drépanocytose. Dites-nous brièvement ce que c'est. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour, public. Alors, la drépanocytose est une maladie génétique qui est transmise, qui est autosomique récessive, c'est-à-dire transmise de père par les deux parents. Par les deux parents, papa et maman, étant porteurs sains, papa et maman, et qui se manifeste déjà dès la petite enfance.
dès que l'enfant naît, un peu après 6 mois, ou même à partir du 6e mois, l'enfant commence par présenter des manifestations. Chez certains, c'est une anémie, déjà une anémie. On trouve que l'enfant est pâle. Chez d'autres, des crises répétées, des crises douloureuses répétées. C'est quoi, l'enfant tombe en syncope, c'est ça? Alors non, ce sont des douleurs osseuses qui présentent. Il a mal, ses os lui font mal. Il y a des parties même qui s'enflent. Il y a des parties de son corps qui s'enflent et tout. Donc, c'est une maladie qui est assez grave et mortelle. Maladie grave et mortelle. Et cela fait partie des rares maladies qu'on peut prévenir, des rares maladies génétiques qu'on peut prévenir, en ne se mettant pas avec un porteur sain. Quand on dit ça, ça me fait toujours sourire parce que vous savez que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Oui, c'est vrai, mais ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes parce que si c'est le fruit de l'amour, alors comment faire souffrir le fruit de... Comment condamner la vie du fruit de cet amour-là? Pour donner une idée sur ce qui se passe dans notre population chez nous, alors environ 5%, 500, autour de 500 et 600 000 drépanocytèmes naissent chaque année. Sérieusement? C'est beaucoup. Wow. C'est vraiment beaucoup, alors que nous pouvons prévenir. Alors, vous êtes là surtout pour qu'on voie un peu ensemble l'aspect transfusion sanguine, puisque ça appelle justement cette opération fréquente. Alors, pourquoi est-ce que les personnes qui sont atteintes de cette affection, ma foi, ont besoin régulièrement d'être transfusées? Alors, dans ma définition, j'avais parlé, parmi les manifestations, nous avons parlé d'anémie. Chez les patients drépanocytaires, la durée de vie des globules rouges est raccourcie, mais alors très raccourcie. Chez un sujet normal, elle est de 120 jours, et chez le patient drépanocytaire, parfois moins de 20 jours. Ah oui, ça ne fait même pas le tiers, ou le quart. Le cinquième. Autour du 5e. Donc, l'organisme ne pouvant pas combler cette vide, il y a cette anémie qui est là, ce fond d'anémie qui est là, qui est chronique, avec lequel le cœur, avec ces chiffres bas, l'organisme quand même arrive à s'adapter. Mais ces patients, bon, cela a des retentissements, cela a d'impact, notamment au niveau de la croissance. Parce que c'est l'hémoglobine qui transporte tout ce qui est oxygène, nutriments. Absolument. Donc, si le taux d'hémoglobine est faible, nous pouvons voir que ce patient n'aura pas la même croissance que les autres qui ont un taux d'hémoglobine normal. Il y a également, donc cette anémie, il faut préciser que c'est dû à une destruction précoce, à un raccourcissement de la durée de vie des globules rouges. Ce n'est pas dû à une carence en fer, un manque de fer, comme on le voit un peu partout. Le patient est drépanocytaire, on le met systématiquement sous fer. Non, ce malade n'a pas besoin de fer. Parce que ce fer est disponible chez lui. Le fer est disponible chez lui. Quand les globules rouges se cassent, il libère du fer. Ce fer est recyclé pour produire de nouveaux globules rouges. Donc, de tels patients n'ont pas besoin de fer, sauf dans des conditions particulières que je préfère ne pas aborder ici. Quelles sont les situations cliniques, ou bien dans quelle situation clinique la transfusion est-elle particulièrement indiquée chez ces patients? Alors, je disais que ce sont des patients qui ont une anémie chronique, c'est-à-dire qui évolue, qui va les accompagner courant leur vie. Mais il y a un seuil qui est toléré. À un seuil donné, l'organisme dit non, je ne peux plus supporter. Les patients SS jusqu'à 8, ça va. Mais quand ils sont en deçà de 6, l'organisme commence quand même par alarmer à travers la fatigue, à travers les maux de tête. Et cela est dû au fait que les globules rouges soient détruits. On voit même chaque matin quand ils se réveillent, les urines sont colorées. Les urines sont colorées. Bon, quand les globules rouges sont détruits, ils libèrent un pigment qui colore les urines. Donc les urines sont colorées chaque matin et cela est signe que les globules rouges sont détruits souvent, de façon constante. Cela est lié à la maladie. Maintenant, dans des situations d'infection, cette destruction est accélérée. Très accentuée. Très accentuée. Donc le patient peut se retrouver à avoir un taux d'hémoglobine plus bas que celui toléré
au cours de son existence et avoir besoin de transfusion. Il faut dire que rien ne remplace le sang. Par contre, rien ne remplace le sang. S'il a besoin d'une transfusion, si c'est justifié, il faut le transfuser. Il faut le faire. Quels sont les bénéfices immédiats ou à long terme d'une transfusion pour une personne drépanocytaire? Alors, le sang, c'est la vie pour tout le monde. Ce n'est pas que le patient drépanocytaire. Si un patient a besoin de sang, si la transfusion est indiquée, il faut le transfuser. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais comment est-ce parce que l'effet est immédiat. Si quelqu'un a, c'est un chiffre que je donne, 2 grammes d'hémoglobine, c'est incompatible parfois à la vie. Donc, s'il ne reçoit pas les poches tout de suite, il peut trépasser. Disons les choses. Donc, il faut avoir tout le temps du sang à portée de main pour un enfant qui est drépanocytaire. Oui. Parce que cette situation est souvent imprévisible. Nous sommes dans un pays endémique palustre. Donc, pour un paludisme, surtout même s'il n'est pas drépanocytaire, il peut avoir besoin de sang. Donc, ce n'est pas que le drépanocytaire. C'est vrai que nous parlons de la drépanocytose aujourd'hui, mais ce n'est pas que le drépanocytaire qui a besoin de sang. Tout le monde a besoin de sang. Il suffit d'un accident de voie publique, il suffit d'une opération ou d'un accouchement. Tout le monde a besoin de sang. Donc, mais chez notre patient drépanocytaire, effectivement, c'est connu. C'est traditionnel. C'est traditionnel. Mais est-ce que en lui donnant du sang régulièrement, il ne court pas des risques? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un rythme auquel il faut lui faire de la transfusion sanguine? Non, il n'y a pas de rythme. Tant qu'il en demande, il faut lui donner. Oui. Tant qu'il en demande, il faut lui donner. On vient de... J'avais dit il y a quelques instants que l'organisme a un seuil qui tolère. Mais dans l'organisme, il y a le cœur. Le cœur a besoin suffisamment de sang pour fonctionner, pour son fonctionnement. Donc, c'est un muscle. Si le sang est déficitaire, il va essayer de faire beaucoup plus d'efforts. Comme c'est un muscle, il s'hypertrophie, à un moment donné, il s'y dilate et il peut lâcher. Donc, s'il en demande, il faut lui donner. Pour surtout protéger son cœur. Je vois que c'est pas que de combattre, en tout cas que de tenir comme ça, en tout cas une personne atteinte de cette maladie-là, mais on sait que le sang n'est pas souvent disponible, en tout cas tant dans nos centres de santé, mais on sait aussi qu'il y a des régimes alimentaires qui nous permettent quand même de fouetter un peu, je dois dire, le taux de sang dans notre organisme. Est-ce que ça ne peut pas être une réponse, je dois dire, pour une personne atteinte de la drépanocytose? Un régime alimentaire, non, même pas. Ah oui? Non. Il y a des éléments qu'on nous indique pour dire, ça nous permet en tout cas de fouetter un peu notre production sanguine interne, etc. Non. Chez le drépanocytaire, ce n'est pas lié à un régime alimentaire. C'est vrai que nous avons des anémies qui se manifestent grâce à un régime alimentaire déficitaire. Ce n'est pas le cas chez le patient drépanocytaire. Le patient drépanocytaire, qu'il soit bien nourri ou non, lui, son problème est autre. Mais est-ce qu'on peut corriger des anémies à partir d'un certain nombre d'aliments qu'on a consommés? C'est ce que je veux dire. Et si c'est oui, est-ce que le drépanocytaire ne peut pas être soumis à un régime alimentaire qui lui évite d'avoir à faire de la transfusion sanguine régulièrement? Alors, si vous voulez parler d'alimentation, il y a deux types d'anémies qu'on peut retrouver qui peuvent se manifester par une carence alimentaire, disons. Par exemple, l'anémie par carence en vitamine B12 chez les personnes qui décident de ne pas consommer tout ce qui est protéines animales. Ceux qui ne consomment pas la viande, le poisson, il y a un type d'anémie qui peut survenir à leur niveau. Ou bien chez les patients qui ne s'alimentent pas du tout, qui sont entre griffes, comme on le dit, désolé pour le terme, dénutris. Il y a aussi un type d'anémie qui se manifeste chez eux. Mais ce n'est pas le cas chez le patient drépanocytaire. Cela n'a même pas de lien avec la drépanocytose. C'est ce que je vais éclairer. Maintenant, chez le patient drépanocytaire, l'alimentation, c'est juste une alimentation saine. C'est tout. L'alimentation ne viendra pas corriger son anémie. Parce que la maladie dont il souffre
n'est pas lié à une alimentation. Je ne sais pas si Absolument. vous satisfait. Absolument. Et je trouve que ça va être intéressant parce qu'il y en a qui croient que, en tout cas, en consommant certaines racines, certains fruits, que ça pouvait aider quand même justement à réparer cette insuffisance au niveau donc du sang chez les patients. Est-ce que... j'ai discuté avec un certain nombre de patients qui disent que quand on vient dans les centres de santé, la prise en charge protocolaire est toujours le même. Et parfois même, les médecins soignants, les infirmiers sont fatigués d'eux. Alors, quand ils viennent chez vous, comment vous faites? Quels sont les premiers gestes posés? Quel soignant est fatigué de recevoir un patient? Quels sont les premiers gestes que vous posez? Les premiers gestes que quand un patient vient... Oui, quand il est en crise. Quand il est en crise, nous l'examinons d'abord pour savoir là où exactement il a mal. Ensuite, nous l'installons, nous l'examinons, nous le mettons en condition, c'est-à-dire soulageons la crise. Et une fois soulagé, nous lui posons maintenant les bonnes questions parce qu'il pourra assez coopérer, nous répondre aux questions pour qu'on connaisse l'origine. Parce que la crise est souvent provoquée par quelque chose. La crise ne vient pas de façon spontanée, soit par le foie, soit par une infection, ou bien parce qu'il a mangé quelque chose et a fait une diarrhée. Lui, tout de suite, il fera une crise. Donc, nous le mettons d'abord, nous l'installons et nous soulageons d'abord la douleur. Ensuite, nous lui posons les bonnes questions pour ajuster le traitement. C'est ça. Parce que le plus important, c'est d'abord le soulager. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions alternatives par rapport alternatives à la transfusion sanguine chez les patients drépanocytaires? Monsieur le journaliste, je ne sais pas, vous tenez à votre solution alternative. Oui, le sang n'est toujours pas disponible, voyez-vous. Bon, c'est vous qui le dites, hein. Nous sommes à plus de 90% quand même de satisfaction. Vous ne pouvez pas nous dire que le sang n'est pas disponible. J'ai reçu la parente d'une malade décédée mardi. Elle était assise à la même place que vous ce matin. Elle a dit, l'enfant est décédé parce que justement, il n'y avait pas de sang. Bon, il faut dire aussi qu'il y a des groupes sanguins qui sont difficiles. Ah, d'accord. Par exemple, le O négatif. Les groupes sanguins, les résus négatifs sont difficiles, sont un peu plus rares. Donc, et il faut donner du sang parce que nous ne donnons pas du sang. On commence par là. Nous ne donnons pas du sang. Le sang ne se fabrique pas. C'est nous-mêmes qui donnons du sang pour sauver la vie de nos populations. Donc, il faut donner du sang. Si c'est un groupe qui n'est pas disponible, voyez-vous, les agents de santé à nous seuls, notre sang ne suffira, le sang que nous donnons ne suffira jamais pour satisfaire les besoins de la population. Il faut que tout le monde donne du sang. Il faut que tout le monde donne du sang. Donc, si c'est un groupe difficile, voilà que les gens ne donnent pas du sang, cela pourrait arriver. Encore que j'ai des doutes. Ah oui, vous avez des réserves. Bon, parlez-moi des alternatives thérapeutiques disponibles pour faire face justement à une pénurie ou à une insuffisance de sang chez un patient. La seule alternative, il faut donner du sang. C'est tout. C'est tout. Il faut donner du sang. C'est vrai qu'il y a un produit qui agit au niveau central, mais comme je vous ai dit, quand un patient a besoin du sang immédiatement, c'est du sang qu'il lui faut. Il n'y a pas d'alternative. Il ne faut pas lui donner autre chose. Il ne faut pas lui donner autre chose. Donc, donnons du sang. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que vous avez un message, justement, puisque vous aviez mis l'accent sur, je donne l'importance du sang pour sauver les vies des patients drépanocytaires, un message pour ceux qui nous suivent actuellement? Bon, avant de parler du sang, je reviens encore sur la drépanocytose. Dites-nous. Sur la drépanocytose. Alors, avant de dire oui à son partenaire, il faut que chacun fasse son électrophorèse de l'hémoglobine. Parce que les traits drépanocytaires, personnes porteuses de traits, nous avons pour les formes S jusqu'à 25% de traits de la population. Et pour les formes C, nous avons jusqu'à 10%. Donc, AC, AS, donc le trait S et le trait C, le trait C, les porteurs C. Donc, il faut déjà que chacun connaisse son électrophorèse de l'hémoglobine et qu'on soit en mesure de dire non si nous sommes incompatibles. Parce qu'on peut prévenir la maladie. Maintenant, parlons du sang. Oui. Parlons du sang.
nous devons donner, il faut le don, il faut faire le don du sang. Parce que rien ne remplace le sang et il n'y a pas que la drépanocytose qui exige des besoins transfusionnels. C'est entendu, docteur. Merci beaucoup d'être venu par ici. Je rappelle que vous êtes docteur Charlotte Origiwa. Vous êtes médecin en service, hématologue en service au niveau donc, du CNHU de Cotonou, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Magat de Cotonou. Merci d'être passé sur mon plateau ce matin. Merci, monsieur le journaliste. Très bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, voici maintenant la pause. Envie de transformer votre intérieur, envie de composer votre salon à votre image, selon votre style et en fonction de votre goût. Besoin de créer de l'espace dans votre salon, votre salle à manger ou même dans votre chambre à coucher. Et si l'inspiration vous attendait juste ici? Design moderne, style vintage, bois noble, matière naturelle, couleurs tendance et bien d'autres encore. Bienvenue chez N Meubles Déco, votre destination incontournable pour des meubles et des objets décoratifs uniques, directement importés d'Allemagne. Chez nous, vous allez trouver des salons, des salles à manger, des lits, des meubles de bureau. La particularité, c'est que le client peut lui-même composer ses articles. On n'impose pas notre composition. Donc vous pouvez venir voir un ensemble de tables avec salle à manger. Vous pouvez prendre juste la table ou juste les chaises. Des canapés confortables, des tables élégantes, des objets déco-tendance, il y en a pour tous les styles et tous les budgets. Rendez-nous visite à Calavi en quittant Kota pour Cotonou, 7e rue après la clôture de SOS au bord du goudron et dans notre showroom à Wologede, rue de la pharmacie Éternité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Maintenant, pour des clients privilégiés qui veulent être traités comme des privilégiés, nous pouvons accorder nos horaires. Contact +229 0161 09 09 09 ou le +229 01 61 90 91 92. Notre adresse email nmeubledeco@hotmail.com. Vous pouvez également nous joindre via nos réseaux sociaux. Sublimez votre intérieur, révélez votre style. Cotonou, capitale de l'engagement pour l'autonomisation des femmes et des filles. Du 2 au 4 juillet 2025, la République du Bénin accueille un événement régional majeur.
la 8e session ordinaire du comité régional de pilotage du projet Souhaite Plus, projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne. Souhaite Plus est l'expansion du projet Suède, né de la volonté des chefs d'État du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, engagés à réduire la vulnérabilité des adolescentes et des jeunes femmes de leur pays et à maîtriser la croissance démographique pour favoriser la capture du dividende démographique. Lancé en novembre 2015 avec le soutien financier et technique de la Banque mondiale, l'appui technique de l'UNFPA et de l'Organisation ouest-africaine de la santé et avec le partenariat stratégique de l'Union africaine, ce projet a déjà changé la vie de milliers d'adolescentes et de jeunes femmes dans plus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. À l'ordre du jour, le bilan de 10 ans d'action en faveur du dividende démographique, le partage des leçons apprises et des réussites nationales, le renouvellement des instances de gouvernance régionale, ministres, partenaires techniques, coordonnateurs nationaux, représentants des communautés économiques régionales, tous réunis autour d'un seul objectif: autonomiser les femmes, renforcer les systèmes de santé et bâtir un avenir équitable pour les jeunes générations. Cotonou, du 2 au 4 juillet 2025, le rendez-vous du leadership africain pour l'équité, la santé et la dignité des filles. Projet Souhaite Plus, une région engagée, un avenir transformé. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 74 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaiman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaiman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. L'actualité politique depuis ce week-end, c'est bien normal. 2026 approche à grands pas et les tractations sont en cours. En tout cas, c'est sur ce chapitre qu'il faut inscrire cette visite de Boni Yayi à Adrien Ouidji dernièrement, notamment le dimanche, une journée dominicale passée en tête-à-tête. Les deux hommes ont pu discuter, sauf qu'on a beau tendre les oreilles, rien n'a filtré au-delà des murs de chez Adrien Ouidji. À la question, qu'est-ce qui peut bien obliger ces hommes à se revoir, puisque dernièrement, ils se sont déjà vus par deux fois.
Question au cœur de nos discussions ce matin. Eric, bonjour. Bonjour. Franck, bonjour. Bonjour. Alors, l'ancien président Boni Yayi et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Mbedji, se sont vus. Ce n'est pas la première fois. Hein. Franck, qu'est-ce qui peut expliquer que ces vieux briscards en griffe se voient souvent? 2026. 2026, parce que vous savez que tous les regards sont tournés vers ces échéances-là que nous n'avons jamais expérimentées dans notre pays. Et mieux, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez vu également la posture de Maître Adrien Mbedji, où les choses semblent plus très bien marcher entre son parti et l'ancien parti UP. En tout cas, au sein de l'UPR, ça ne marche pas trop. Il y a une crise qui bat son plein. Et un bon opportuniste, il faut le dire, Boni Yayi est en train déjà de marquer des pas, de faire des opérations de charme. Si éventuellement il devrait y avoir divorce, par exemple, entre le PRD et l'UP, s'il y avait cassure à l'intérieur de l'UPR, Boni Yayi va en profiter. Pourquoi pas ne pas accueillir Adrien Mbedji dans la famille les démocrates pour essayer de consolider le groupe. C'est une option possible, ça? C'est une option possible, même si ça ne va pas être une fusion, avoir le soutien par exemple de Maître Adrien Mbedji qui puisse dire un ou deux mots en faveur des démocrates dans telle ou telle circonscription électorale, donner des consignes de vote, ça peut aider les démocrates d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est 2026, c'est également une sorte de réconciliation, parce que pendant longtemps, avec disons le soutien apporté par Maître Adrien Mbedji à Patrice Talon à son avènement au pouvoir, cela a donné un peu de distance entre les deux élites, les deux personnalités politiques. Et donc le moment est venu, les circonstances sont créées et il faut se voir pour discuter, pour voir les éventualités. Parce que vous le savez, l'objectif du parti Les Démocrates, et bien entendu, je l'ai dit hier, c'est de voir le système changer en 2026. Et donc on va jouer le tout pour le tout, toutes les cartes, et puis tout ce qu'on peut bouger comme ligne sera bougé pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Donc en politique on dit l'addition vaut mieux que la soustraction. Si quelqu'un peut apporter un mot pour combattre Patrice Talon, la personne est la bienvenue dans la famille des opposants. Et donc je pense que c'est sur tous ces aspects-là que Boni Yayi joue. Et vous avez vu avant, c'était Adrien Mbedji qui allait voir Boni Yayi, écouter la situation. Et les discours à la veille de chaque élection, surtout lorsque le président en exercice est en fin de mandat, il fait son second mandat. On a souvent vu ces mouvements-là sur la scène politique. On se voit, on dit attention, il faut unir nos forces et tout. Cela ne veut pas forcément dire que les deux personnalités ou ces personnes-là qui se retrouvent pour des accords de circonstances partagent les mêmes idéologies. Non, c'est pas cela. C'est que à un moment T, il faut agir pour obtenir un résultat. Et c'est en cela que je dis, tous ces mouvements, Boni Yayi vers Mbedji vers Boni Yayi, c'est 2026 et pas autre chose. Eric? Oui, je pense que il faut prendre ces rencontres d'échange avec beaucoup d'attention, parce que il n'est pas question de deux citoyens ordinaires. Nous parlons de grandes personnalités politiques de notre pays. Et quand ces rencontres se multiplient, même si nous n'avons pas du tout les motifs justement de ces rencontres d'échange, rien que l'image, rien que le fait de les voir, eh bien, suscite beaucoup d'interrogations. Alors dans quel contexte on peut placer tout ceci? On peut estimer que les deux hommes sont en train d'achever justement une possibilité de pouvoir mener un combat politique ensemble, tout comme cela peut être aussi une volonté véritablement de voir les deux formations politiques se mettre ensemble. Mais là, quelle chance justement ces deux hommes ont pour que la chose soit possible? Parce que dès lors qu'on n'a pas clarifié la situation entre le PRD et l'Union progressiste, je pense que même de façon juridique, le PRD ne peut pas décider dans ces conditions de nouer encore un autre partenariat politique, que ce soit une fusion ou un rapprochement avec une autre formation politique. Parce qu'il faut justement que le droit soit dit de façon claire pour que, en tant qu'entité politique, cette formation politique puisse sentir encore le besoin ou la possibilité de se mettre avec une nouvelle formation politique. Or, pour l'heure,
dans ce imbroglio, nous ne savons véritablement pas ce qu'il faut dire. Est-ce que le PRD continue pas à exister en tant que formation politique et à ce titre peut avoir justement les arguments juridiques pour se mettre encore en fusion avec une autre formation politique. Et ça, les démocrates n'ignorent pas ça. Et donc, peut-être que pour l'heure, on est en train peut-être de jouer sur la psychologie politique des autres acteurs politiques qui ont peut-être envie de se débarrasser d'une façon ou d'une autre de Maître Adrien Rongbedi, parce que il peut réussir à convaincre Yaya Boni en disant ceci: ben écoute, tu vois, les gens veulent décider de 2026 sans nous, mais pourtant nous sommes peut-être vieux, mais nous sommes encore présents, nous sommes encore en mesure de jouer un rôle, voilà. Donc ça ne peut pas se faire sans nous. Et si celui qui est peut-être convaincu de faire 2026 sans nous, il faut qu'on lui apporte justement les preuves de ce que nous continuons pas à être quelqu'un dans ce paysage. Voilà. Donc, ça peut se jouer aussi sur ce terrain. À tel enseigne que Maître Adrien Rongbedi n'a pas besoin forcément de se désolidariser de l'UPR pour que ce jeu soit fait. Il donne des consignes, il suffit qu'il rassemble des gens, et vous savez combien le discours de ces hommes arrive à toucher la conscience de nos concitoyens d'une façon ou d'une autre à la veille d'une élection. Ben, est-ce que c'est possible, Franck l'a souligné tout à l'heure, c'était Adrien Rongbedi qui va rentrer dans les démocrates, c'est vrai, ça c'est possible? Alors, est-ce que c'est vraiment le sort que Maître Adrien Rongbedi voudrait? Alors, si c'est coincé justement avec son PRD et que vraiment le PRD a fait avaler son adolescence par l'UP pour devenir UPR et que moi, c'est je l'ai possible entendu dire une fois qu'ils sont fatigués de faire l'opposition. Et c'est justement les raisons pour lesquelles cette fusion ils sont sautés, les deux pieds joints dans la rupture. Et voilà, avec une grande cérémonie au stade à Porte-Nouveau. Voilà. Exactement. Alors donc, est-ce qu'ils veulent aussi renoncer à cette déclaration encore? Non, on est à la fin du régime, donc on ne sait pas quelle est la mouvance qui va s'installer en 2026. Alors, une raison alors d'être, une raison de plus pour ne pas être peut-être du côté de l'opposition, parce que vous allez en opposition avec un inconnu, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui n'a pas encore posé ses bases, sa direction politique, sa façon de gouverner, et vous voulez vous opposer à lui, c'est assez précoce. Donc, je pense que même les militants aujourd'hui du PRD s'interrogent sur leur avenir politique avant de s'engager justement dans cette aventure avec Maître Adrien Rongbedi. Est-ce que ce choix, et ça nous sommes dans une hypothèse, si ce choix que Maître Adrien Rongbedi joue ce jeu avec les démocrates, est-ce qu'il aura vraiment le soutien justement de ses partisans et de ses militants? Alors, la coalition par le passé, c'est pas la première fois que les deux hommes se donnent la main. Hein. On se rappelle de cette affaire de location de logo pour un peu emprunter le jargon de celui que Boni Yaya a appelé le petit bandit de Djonké. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. Affaire de location de logo. On a vu donc qu'ils ont collaboré par le passé. Ça n'a pas donné vraiment les résultats qu'on attendait. Est-ce que c'est déjà pas un élément fondamental sur lequel ils devraient, ma foi, tabler pour savoir si, oui ou non, ils sont compatibles pour aller aux élections? Donc, si on n'a pas eu de résultats lorsqu'il y a eu location de logo et tout, c'est parce qu'il y a eu d'autres erreurs qui se sont greffées. Vous avez vu le candidat désigné par Boni Yaya n'a pas du tout fait l'unanimité. Il y a même des gens en interne qui ont travaillé contre le succès de ce candidat-là. Donc, il n'y avait pas que ces erreurs-là de location de choses. Ça n'a pas marché pour beaucoup de choses. Mais je pense que Maître Adrien Rongbedi, de plus en plus, est en train de travailler à devenir faiseur de roi. C'est-à-dire que on discute, on crée un peu de soucis au sein de l'UPR, mais on discute un peu avec... Il a toujours été faiseur de roi, hein, bon, oui. Pendant un bout de temps. Et il veut répéter, il veut essayer de répéter l'expérience pour voir ce que ça va donner, parce que au niveau de l'UPR, je pense que lorsqu'il a fait le compte, c'est que il n'est pas satisfait. Et donc, pour 2026, il est en train de jouer pour un repositionnement stratégique. Mais est-ce que ça va véritablement marcher? Je pense que si, avec l'expérience qu'il a eue en louant son logo il y a quelques années, si les choses devraient se répéter cette fois-ci, je pense qu'il sera le plus gros perdant. C'est pourquoi il est en train de jouer un peu pour équilibrer les choses.
Boni Yayi, lui, tout son souci, c'est de voir l'opposition gagner en 2026. Et Adrien Oumbédi pourrait lui apporter un plus dans la démarche, dans tout ce qui doit être fait, dans les actions qu'il doit mener pour atteindre cet objectif-là. Ce qui est sûr, on va attendre la réaction du côté de la mouvance, parce que jusque-là, ce qui me préoccupe, c'est le silence plutôt de Patrice Talon sur tout ce qui se passe au niveau de l'UPR. Il n'a jamais fait de conférence publique pour dire... Non, enfin, quand je dis son silence, quand il va donner des directives, on le saura également, parce que ça va faire bouger les choses au niveau de l'UPR. Jusque-là, j'ai l'impression qu'on est en train de laisser Maître Adrien Oumbédi jouer toutes ses cartes pour le reprendre peut-être, pour reprendre la balle au bon et essayer de taper pour voir comment on peut l'anéantir entre griffes, comment l'affaiblir pour tirer le drap de leur côté. Donc j'attends de voir un peu comment ça va réagir du côté de Patrice Talon, la formule qu'on va sortir pour essayer de circonscrire un peu les velléités de Maître Adrien Oumbédi. Ce qui est sûr, ça va apaiser la rencontre entre Boni Yayi et Oumbédi. C'est de nature à apaiser un peu la situation politique du pays, parce que plus il y a des opposants, plus il y a des tiraillements au plan politique, ça va surchauffer. Mais au plan politique, on ne peut pas dire avec certitude ce qui va se passer. Il y a encore quelques mois avant 2026 et ça, beaucoup de choses peuvent se passer. Franck, mais aujourd'hui, Yayi Boni, il n'est pas seul. En tout cas, les démocrates, c'est aussi au-delà de la personne de Yayi Boni. Et dans ce que nous observons, entre les deux hommes, qui a le plus besoin de l'un de l'autre. Parce que j'estime que dans le combat que Yayi Boni mène contre Patrice Talon, c'est depuis 2016, c'est récemment que Oumbédi sent le besoin de changer un peu son discours. Voilà. Et donc, on peut avoir le sentiment que c'est Oumbédi qui a le plus besoin de Yayi Boni à la date d'aujourd'hui. En tout cas, si nous mettons dans l'hypothèse où il a vraiment une envie, une possibilité de rentrer en partenariat politique avec les démocrates. Et donc, Yayi Boni a plus de moyens de se comporter en homme avisé politiquement vis-à-vis de Oumbédi. Même en 2016, avec tous les logos réunis, Renaissance du Bénin, le PRD et tout ça, il n'a pas battu Patrice Talon dans les urnes, justement. Alors, qu'est-ce qui peut lui faire dire qu'aujourd'hui, même avec un soutien de Oumbédi, il peut avoir 2006 avec... Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Non, mais les deux hommes, les contextes ne sont pas les mêmes. D'un homme neuf, les contextes ne sont pas les mêmes. On avait besoin de changer le système qui a fait, disons, 10 ans. Et donc, tous ces éléments contextes ne sont pas les mêmes, mais les deux hommes sont toujours en compétition. Il y a Eboni qui a envie que son parti gagne les présidentielles, et il y a Patrice Talon qui a toujours envie que la dynamique continue avec tout ce bilan qu'on ne cesse justement de nous donner. Donc, est-ce que, justement, et connaissant aussi tout ce qui se dit sur la personne de Oumbédi avec ses élances politiques qui commencent aujourd'hui, qui finissent demain, et puis tout ça. Donc, oui, on peut se visiter, mais avec quel fond, avec quelle profondeur, justement, on a envie véritablement de s'engager ensemble. Et je pense que là-dessus, même les proches collaborateurs de Yayi Boni peuvent être amenés à lui dire, oui, président, oui, c'est vrai, mais on peut être prudent, observons un peu les choses. Est-ce que nous avons toutes les garanties? Vous savez, l'homme, voilà. Et ce n'est pas des exemples qui manquent par le passé, parce que au plan politique, ils ne sont pas les meilleurs amis dans ce pays. Hein. Ils ont même des raisons de se détester. Et donc, je pense que Yayi Boni aussi peut agir de façon avisée dans cette aventure. Est-ce qu'un tandem Yayi Oumbédi, ça peut faire perdre du sommeil du côté droit, je veux dire du côté de la mouvance. Oui, ça va faire travailler la mouvance. Parce que si Oumbédi devrait donner des conseils... ça peut faire travailler quand on sait que le PRD, en tout cas pour les dernières élections où ils ont pu participer, ils n'ont même pas pu décrocher la mairie de Porte-Noire. Ils sont censés quand même être dans leur fief. Oui, ce qui est sûr, comme je l'ai dit, le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, vous savez, les critiques contre Patrice Talon, on va évoquer les questions de social, il n'a pas mis l'humain au cœur de sa politique. Ils ont des arguments pour essayer de convaincre les populations. Vous voyez, la consigne que Maître Adrien Oumbédi devait donner dans l'OME Plateau, par exemple, pour dire, écoutez, nous avons fait 10 ans avec un régime, il faut essayer de reconduire pour maintenir la dynamique. S'il donne le top contraire, c'est-à-dire s'il donne un consigne contraire, c'est que
les gens vont suivre, certains vont suivre, mais ça va faire travailler davantage, ils vont doublement fournir les efforts qu'ils devraient fournir au niveau de la mouvance pour essayer de maintenir encore quelques militants, parce qu'il est influent justement dans cette zone-là, et même dans d'autres parties du pays. Vous voyez un certain Ongweji en compagnie de Boni Yayi dans la 8e, où la mouvance a perdu suffisamment de plumes. On va dire, écoutez, nous sommes... Personne ne connaît Adrien Ongweji dans la 8e. Ah non, ne dites pas ça. Adrien Ongweji, oui, les gens le connaissent. Moi, je parle au regard des scores électoraux. Oui, scores, mais... Moi, je ne dis pas en tant que personnalité, est-ce qu'on le connaît là-bas, on le connaît très bien. Non, je pense mais du point de vue électoral, est-ce que véritablement, si Adrien Ongweji, avec le logo du PRD, était en compétition avec quelqu'un, dans la 8e, est-ce que les gens vont vraiment sortir pour aller mettre tampon sur le PRD? Ongweji seul, peut-être, ne va pas faire l'affaire, mais accompagné de Boni Yayi, ça peut apporter. Vous savez, à une élection, je me rappelle plus trop, l'année, dans les 2 KP par exemple, Ongweji a fait un bon score. Ça c'est vieux, c'est 96 ça. C'est 96. Mais il faut voir dans quelles circonstances, dans quel contexte tout cela est intervenu. Aujourd'hui, on a des arguments. Vous savez, quand on est à la touche, on a beaucoup d'arguments, un peu comme ils ont fait à Boni Yayi en 2016. Il y a eu Boni donnait beaucoup d'argent, il était sociable, il était ci, il était ça. Mais en 2016, il a bavé. Son candidat n'est pas passé. Aujourd'hui, on dit alors, il nous a fait souffrir, on ne mange pas, on ne fait pas ci. Mais on travaille à le faire partie. Donc finalement, le Béninois, parfois, il joue sur de petits détails et c'est au dernier moment que cela se joue. Donc, je pense que ce n'est pas un acte isolé. Lorsqu'on va les voir ensemble, ça va faire engranger quelques points à l'opposition, surtout dans certaines zones. Mais davantage l'appareil étatique, enfin, de la mouvance, on doit déployer plus d'efforts pour contrer un peu le vent qui va partir du côté de la mouvance pour essayer de balayer le régime en place. Je pense que on a encore des choses à découvrir. On a encore beaucoup de choses à découvrir avant 2026. Faut-il s'inquiéter quand on voit les deux là se sourire côté mouvance? Vous savez, une élection, ça se joue sur des détails. Et Maître Adrien Ongweji reste toujours Maître Adrien Ongweji. Il a le discours politique qui va avec, justement, pour passer des consignes. Ça peut jouer faussement. On peut ne pas balayer ça du revers de la main. Mais après, qu'est-ce que lui-même, en tant qu'homme politique, peut gagner dans cette croisade, véritablement? Je me pose la question. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Adrien Ongweji? Oui. Peut-être... la sauvegarde et le maintien de son bastion qu'est l'OME. D'ailleurs, c'est sur ces gens d'éléments que la coalition de 2016 justement s'est basée, c'est-à-dire vous faites campagne partout, mais vous ne venez pas dans l'OME plateau faire campagne parce que nous avons besoin que le PRD ma foi, survive. Ça peut être aussi une nouvelle exigence. Oui, comme vrai. Ça peut être aussi que sur la liste du Parti Les Démocrates pour la prochaine élection, on puisse positionner des éléments clés de l'ancien PRD, par exemple, qui est en difficulté aujourd'hui. Oui, alors, aujourd'hui, notre paysage politique est en train d'être changé. Ouais. Avec la réforme du système partisan, on voudrait avoir des formations politiques qui ont une présence nationale un peu partout, justement. Et ça, même dans cette croisade, est-ce que le PRD peut justement exister avec cette nouvelle configuration? Les démocrates, bien que la réforme soit critiquée, en tout cas, mais ils essaient de travailler sur le terrain et d'étendre le tentacule un peu partout. Parce qu'ils savent que, qu'ils le veuillent ou non, eh bien, c'est une réalité qui va les rattraper. Il faut parler des démocrates dans le nord, dans l'est du pays, dans le sud, et un peu partout. Ce qui n'est pas le cas forcément des PRD. Mais après, le PRD, ce n'est pas seulement la personne de Adrien Ongweji. Et aujourd'hui, au niveau de l'UP, enfin, vous avez aujourd'hui des militants de PRD qui ne sont pas prêts, justement, à sacrifier pour le petit poste qu'ils ont, justement, à ce que Adrien Ongweji est en train de vouloir aujourd'hui. Et qui sait encore, pour davantage les maintenir et les garder dans le giron de l'Union progressiste le renouveau, ce que la mouvance est prête à leur accorder. Mais c'est tant mieux pour Adrien Ongweji qui ne veut que voir ses poulets à des positions intéressantes. Il ne veut que ça? Il ne veut que ça. Rien de parti politique. Rien pour son propre intérêt?
Enfin, moi, je ne sais pas. En principe, quand on est chef de parti politique, le seul intérêt qu'on peut avoir, c'est d'avoir ces militants bien positionnés, ministre par ici, conseiller du président de l'Assemblée nationale par là-bas, etc. Voilà. Oui, et puis certains s'amusent à le dire. Pour 2026, il en veut un peu plus. Un peu plus. Il veut pour lui ou pour ses militants originellement PRD. Il veut beaucoup de postes ministériels. Il veut. Donc pour lui, c'est que il a soutenu un régime pendant plusieurs années et il n'a pas eu grand-chose pour son compte. Donc il veut que 2026, que les choses changent. Alors, si c'est ça, lecture... non, ma lecture, c'est... Alors, si c'est ça, le deal, est-ce que les démocrates, alors, seront justement avec toute la bonne volonté du monde d'accorder à Maître Haroun Doumbouedi ce qu'il n'a pas pu trouver du côté de l'UP? N'oublions pas que là-bas aussi, il y a des militants. Hein. Non, on est en train de rebattre les cartes, justement, parce qu'en 2026, rien ne vous dit que c'est la mouvance qui va gagner les élections législatives, hein, non, les communales. Aujourd'hui, quand vous en... tout comme la présidentielle. Quand je prends le discours même des démocrates, pour les dernières législatives, même sans le PRD, ils vous diront qu'ils ont quand même essayé d'inquiéter les gars de la mouvance. Absolument. Même à Porte-Nouveau, un peu partout. Justement, ils n'ont pas eu besoin de PRD. Mais ils vous diront qu'en politique, comme l'a dit Franck, c'est la multiplication et l'addition. Sauf que s'il faut satisfaire l'appétit de Maître Haroun Doumbouedi, il faut demander aux démocrates de faire des sacrifices. Oui. Mais il y a des militants démocrates de souche à Porte-Nouveau. Quelle est leur envergure? Qui il faut balayer? Quelle est leur envergure? C'est ça le problème. Il faut balayer. Parce que s'ils sont Yaïbouni est prêt à balayer qui pour permettre... S'ils sont militants démocrates de la base, n'oubliez pas que c'est en l'absence du PRD dans le starting bloc qu'ils ont fait des résultats à Porte-Nouveau. Et que lors des communales dernières, on a pu quand même voir le PRD émerger. C'est parce qu'au plan national, les chiffres se disaient qu'avec le PRD plus l'Union pour, enfin plus l'UP dans ces zones, eh bien, il n'y avait pas de marge de manœuvre pour les démocrates. C'était ce qu'on se disait. Mais on s'est rendu compte que, eh bien, il y avait encore des cœurs qui battaient pour les démocrates, même à Cotonou et bien dans d'autres localités. Non, je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'en soit, les deals qui vont véritablement se faire, c'est la capacité à voir les démocrates à savoir ce qu'il faut accorder à Maître Haroun Doumbouedi, qui soit plus que ce qu'il a au niveau de l'UP. Il lui faut peser le pour et le contre. Et là encore, je dis, si du côté de Yaïbouni, avec ses collaborateurs, ses militants, on n'est pas en mesure d'accorder plus que ce que Doumbouedi demande, finalement, quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'il va gagner pour pouvoir vraiment combler l'appétit même de ses propres militants? Alors, et là, dans l'arène politique, vous savez, et là, Maître Haroun Doumbouedi, c'est le moyen politique, c'est l'acteur politique dont on se méfie de plus en plus, vu le caractère versatile de l'homme. Moi, je suis vraiment étonné, et j'avoue que je ne fais pas la lecture. Chaque fois, quand on dit c'est un homme versatile, c'est un homme monsieur, mais c'est une communication qui est totalement biaisée, erronée. Mais mieux, je suis pas parce que c'est l'homme qui a fait 25 ans d'opposition au Bénin. Quand on est versatile, on ne fait pas 25 ans d'opposition. Donnez-moi un seul acteur politique au plan national qui a fait 25 ans d'opposition au Bénin. C'est un versatile, ça. Après ça. Quels ont été ces comportements? Mais à lever 25 ans des 30 ans de démocratie qu'on a. Ça dépend. Il a commencé la politique très jeune aussi. Il a commencé la politique très jeune. Mais après, on a souvent vu, personne ne s'attendait à ce que Adrien Doumbouedi tienne ce discours-là à l'arrivée de Patrice Talon, et que 9 ans ou 7 ans, 8 ans après, que ce soit lui-même qui commence pas encore parler de la chose. Et c'est justement sur ces propos-là que les gens le jugent et ses comportements. Et donc, au niveau des démocrates, je pense qu'il y aura aussi un problème à gérer lorsque tout cela sera fait. Si éventuellement ils se mettaient ensemble, si on n'arrivait pas à bien l'écouter au niveau de l'UP et qu'il claquait la porte, c'est qu'au niveau des démocrates, quand à l'heure de la distribution, par exemple, du gâteau entre griffes, quand ils vont gagner les élections, ça va être un problème parce que les démocrates, ils vont vouloir que ce soit des démocrates vraiment de souche qui aient la majeure partie de ce qu'il faut obtenir. Et donc, en interne, ça va être un petit problème. Est-ce que Maître Haroun Doumbouedi va obtenir plus que ce qu'il a aujourd'hui? C'est une interrogation bien malin qui pourra répondre à cette interrogation. Donc, rien n'est gagné à l'avance. Il est en train de jouer, disons, un jeu où il peut être gagnant comme il peut être perdant. Ce qui est sûr, ce sont les résultats qui vont... Et c'est ça qui fait le piquant et le piment de la politique. Oui, on va finir. Il y a une condition. La condition, c'est véritablement ce qui va se décider
de façon juridique entre cette fusion, le PRD et l'UP, qui va permettre à Rumbedi justement d'entrevoir cette possibilité des choses. Parce que tant que ce n'est pas clair, je suppose par exemple que cette affaire nous amène devant le juge administratif. Vous imaginez le temps que ça va prendre? Nous sommes à la veille des élections. C'est pourquoi il négocie déjà avec les démocrates. S'il ne peut pas avoir son PRD pour aller, s'il peut pas aller aux élections avec son PRD, à sa propre personne. Non, on ne veut plus aller aux élections, je crois. Oui, justement. Alors, en tant que qui? En tant que quoi? Et au nom de qui? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais alors, je suppose... personnalité politique qui a marqué, mettons, les 30 dernières années du Bénin. D'accord. Bon. J'ai l'impression que vous prenez Adrien Rumbedi pour rien du tout. Non, c'est pas ça. Nous sommes en train d'évaluer. Une fusion est possible. Non, une fusion est possible aujourd'hui avec une formation politique, avec une entité politique. Même une adhésion aussi. Ok. Une adhésion avec une entité politique. Oui. Alors, ça veut dire que il joue peut-être son image. C'est peut-être son image qui met à contribution. Et surtout, son tous image. ces cadres qu'il a derrière qui appartiennent au PRD ancien. Ces cadres, oui, ils vont démissionner. Parce que pour les... Ils sont adhérés à quoi? Pour ces cadres, ils disent qu'ils n'ont jamais été membres d'un UPR. Mais il faut démissionner de quoi? Ils ont dit qu'ils n'ont jamais été membres de l'UPR. Mais il faut que cela soit attesté par des documents. Parce que du côté de l'UPR, ils sont toujours considérés comme des militants de l'Union progressiste le renouveau. Donc on a deux versions. Oui, attendons le juge administratif. Vous justement, c'est ça, le juge administratif se prononce, oui, ça va être un procès. Oui, mais est-ce que sais combien de temps ça va prendre? Et si la décision finale vient après les élections? Mais est-ce qu'en tant qu'individu, Adrien Rumbedi et ses militants peuvent adhérer au Parti des démocrates? Et ils vont, ça veut dire qu'un citoyen est membre de deux partis politiques? Ah non, moi je ne sais pas s'ils ont la carte de membre. Je ne sais pas s'ils ont la carte de membre de l'UPSI. Joseph Diabono a signé la demande d'explication que le secrétaire général de l'UPSI a adressée. Joseph Diabono a signé la carte de membre de l'Adrien Rumbedi en tant que membre de l'UPSI. Comme vous avez la demande d'explication, c'est... Allez, regarde, le train est parti. Mais on s'étonne que lui, il va parler du PRD sur des médias. Or, il est membre de l'Union progressiste le renouveau. Merci beaucoup à vous pour cette discussion. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'actu matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Après le panafricaniste Kemi Seba et l'ancien fonctionnaire international Daniel Eda, une troisième figure se dévoile pour la présidentielle de 2026. Auditeur des marchés publics et expert du partenariat public-privé, Léonidas Ronton a officiellement annoncé ce lundi 30 juin 2025 sa volonté de briguer la magistrature suprême, signale le potentiel. Par cette manifestation d'intérêt, le technocrate déclare répondre à, je cite, l'appel du cœur, fin de citation. À se dire, son expérience dans les rouages étatiques africains et sa proximité avec les réalités du développement font de lui un prétendant sérieux à la succession de Patrice Talon, détaille Le Canard. Restons sur l'échiquier politique pour évoquer ce virage à 360 degrés du Parti le libéral au profit de la mouvance présidentielle dans l'air depuis quelques jours. Pour l'informateur, le libéral veut charmer Talon. Le journal indique que le parti de Richard Boni-Ourou tend avec insistance la main à la mouvance présidentielle et annonce son ralliement probable dans les prochaines semaines à l'un ou l'autre des deux blocs soutenant les actions du chef de l'État. Cette adhésion, si elle devient effective, ne serait sans doute pas futile pour le camp présidentiel, car, à en croire le potentiel, Yahi Rumbedi est un tandem et une frayeur pour la mouvance à la veille des élections générales de 2026. Matin Libre, pour sa part, nous informe qu'à l'Assemblée nationale s'est tenue vendredi 27 juin 2025 une séance consacrée au débat d'orientation budgétaire. Les représentants du peuple, réunis sous l'autorité du président Louis Gbéonou-Vlavonou, ont passé au crible les perspectives économiques et financières présentées par la Commission des finances et des échanges dirigée par Gérard Benonchi
et en présence du ministre d'État Romuald Wadani. L'horizon budgétaire à moyen terme s'articule, d'après les précisions du quotidien, autour de la consolidation des réalisations du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les priorités identifiées comprennent l'achèvement de la mise en œuvre de CMS-City, l'amélioration du système de santé à travers la modernisation des équipements médicaux et l'établissement d'un environnement financier plus transparent et efficace. Des recommandations visant à optimiser l'allocation des ressources publiques et à impulser une croissance économique inclusive sont formulées par les députés. Ajoute Matin Libre. Du registre politique, Fraternité nous conduit vers celui du mariage. Le quotidien consacre son dossier du jour au régime matrimonial qu'il perçoit comme un véritable casse-tête et met notamment en relief les caractéristiques de chaque régime et les prescriptions légales en cas de divorce des époux. Selon Maître Richard Adekou, avocat au barreau du Bénin, consulté par le quotidien, si un membre de la famille s'accapare des biens d'un couple, il peut être poursuivi. Mesdames et messieurs, fermons ce point de l'actualité par Matin Libre qui annonce la première délibération des résultats du baccalauréat session de juin 2025 pour le 9 juillet prochain. Le journal précise que la correction des copies a déjà commencé et prend fin le samedi qui vient. Fin de la revue de presse de ce mardi 1er juillet 2025.